Nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'on avait de multiples façons de considérer un algorithme et de représenter un algorithme. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et que de nombreux auteurs vont choisir de présenter les algorithmes de différentes façons. Donc notre balade aujourd'hui sera dans cette vidéo à travers quelques livres, quelques extraits de livres. Donc j'ai pris des livres classiques, d'algorithmique, certains sont en anglais, donc normalement vous ne devriez pas avoir de mal à les comprendre. Et on va essayer de donner les idées qui sont derrière ces algorithmes et montrer que effectivement il y a un point de vue d'auteur et que ça peut être intéressant de discuter de ce point de vue. Donc prenons le premier exemple, donc il fallait choisir un algorithme. Comme on avait travaillé sur le crépier psychorigide, le principe du crépier psychorigide, c'est de trouver la plus grande crêpe et la mettre en bonne position. Donc cette façon de faire, ça s'apparente très fortement à ce qu'on appelle le tri par sélection, qui consiste à trier un ensemble d'éléments, en commençant par le plus grand, puis, de prendre le plus grand de ce qui reste, etc., etc. Et donc on va regarder ce tri par sélection dans différentes situations. Alors première situation, j'ai pris un des ouvrages les plus importants, qui est l'ouvrage de Cormen, Lesserson, Rivest et Stein, qui s'appelle Introduction à l'algorithmique, et dont une version simplifiée s'appelle Algorithme et a été publiée chez Duno, donc récemment. Et donc voilà comment Cormen exprime son tri par sélection, donc sélection du maximum. Donc il a une description de ses entrées. On va faire une description de ses entrées, donc c'est là, dans lequel il dit A un tableau, N un nombre d'éléments du tableau A, donc c'est quelque chose qu'il met explicitement à l'intérieur des paramètres de tri par sélection, et puis comme résultat, donc c'est ce qu'il appelle une procédure, c'est-à-dire que les éléments sont triés par ordre croissant. Et donc il exprime ça sous forme d'une itération qui est là, et ce qui est intéressant à regarder à ce niveau-là, donc si je fais, hop, je vais... Donc si je regarde cette itération, je vais avoir quelque chose qui est rigolo, c'est qu'en fait j'ai une deuxième itération, mais cette deuxième itération est cachée, donc qui correspond à fixer à minimum ici l'indice du plus petit élément du sous-tableau. Et en fait ça revient à parcourir le sous-tableau entre i et m. Et après, il a une abstraction dans laquelle il utilise le terme échanger. Donc voilà une première écriture de l'algorithme, on voit qu'elle est facile à comprendre, c'est assez explicite, donc pour moi c'est intéressant, et on peut s'intéresser à ces formes de représentation. Deux choses à noter, d'abord que c'est écrit en français, et que le focus qui a été mis est véritablement sur l'itération principale. Donc il ne se pose pas la question, cette partie-là est une abstraction, c'est-à-dire que on suppose que l'on est capable de faire cette opération-là, et que ce n'est pas l'objectif dans cette présentation d'algorithme de présenter ceci. Prenons un deuxième exemple qui est encore plus abstrait, c'est ce qu'on appelle le selection sort, donc ça c'est extrait de l'ouvrage de Schiena, qui est là aussi un des grands standards américains autour de l'algorithmique. Donc dans celui-ci, il dit je vais trier les éléments de A, et en fait il va construire une liste explicite qui s'appelle sort, et dans sort de I, il aura les éléments, et les éléments seront en accord avec le rang dans le tableau sort. Donc là, tout est implicite. On ne sait pas comment il y a, mais par contre, on a une opération qui permet de trouver le minimum dans A.
on a une opération qui permet de supprimer le minimum dans A. Alors il n'est pas tout à fait pareil que l'autre, hein, puisque là il fait une sélection du minimum, il prend du plus petit au plus grand, mais c'est exactement le même principe, et à la fin, il a un return que l'on n'avait pas avant. Donc ici, il a présenté son tri par sélection sous forme d'une fonction dans laquelle je renvoie une liste triée ou un tableau des éléments de A qui sont triés. Donc là encore, c'est très différent. Hein, c'est une itération, mais elles expriment sur un objet. On n'a pas un tri en place, hein, c'est pas une procédure. Alors, l'écriture est très concise et très abstraite. Il y a plein d'implicites à l'intérieur. Néanmoins, on est tout à fait capable de comprendre ce que veut faire cet algorithme. Prenons un troisième exemple, donc issu par là d'un ouvrage d'algorithmique en français, hein, donc le Bocquier, Berstel et Chrétienne, hein, donc qui est paru dans les années 90. Alors il y en a eu plusieurs versions, et il y a une version libre de 2005 à laquelle vous pouvez accéder, et il y a un certain nombre d'idées et de ressources sur Eduscol qui sont tirées de cet ouvrage-là. Donc ça vaut le coup d'aller regarder. Et là, par contre, l'approche est différente. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je vais prendre un tableau, je vais me donner deux indices dans le tableau, I et J, et ce que je vais faire le tri par sélection entre I et J. C'est-à-dire qu'en sortie d'appel de procédure, je vais avoir les éléments entre I et J qui seront triés. Et donc, on a quelque chose de général. Alors, c'est une généralisation du problème. Et là, dans ce cas-là, si j'ai envie de trier le tableau, je vais aller de l'indice 1 à l'indice la longueur du tableau. Donc, c'est quelque chose de plus générique. Et pareil, ici, il va avoir une approche du genre, je trouve l'élément qui est minimum, comme on avait avant, je fais l'échange avec les éléments d'indice. Alors, attention, ici, sa primitive échangée prend en argument T, le tableau, K, l'indice que je dois changer, et I, la position à laquelle je dois mettre l'élément qui était en position K. Et alors, ce qui est extrêmement élégant, c'est que à partir de là, quand j'ai fait l'échange, je sais que j'ai placé le minimum qui était entre I et J en position I, donc je peux refaire exactement le même algorithme, mais entre I plus 1 et J. Et donc ici, là, à ce niveau-là, vous avez un appel récursif. Et donc, pour que la procédure s'arrête, ici, vous avez la condition d'arrêt. Et donc, on a de cette façon-là un algorithme récursif qui va nous permettre de faire le tri par sélection. Alors moi j'aime beaucoup cette présentation-là parce qu'elle est particulièrement élégante. Et donc elle dit que si vous avez à résoudre le problème pour n, vous faites une opération et vous résolvez le problème pour n-1. Donc quelque part la preuve va être extrêmement facile. L'écriture est compacte, récursive. Hein. Alors on aurait pu éviter le fin si, mais bon, c'est dans sa nature. Donc ça, c'est trois approches différentes pour représenter le même algorithme de tri par sélection. Continuons notre petit périple et regardons maintenant une autre école d'écriture qui est l'école, je dirais, engendrée ou représentée par Sedgwick, qui est un algorithmicien important des États-Unis, je pense, je ne sais plus dans quelle université il était, mais vous pouvez rechercher. Et lui, sa façon de dire, c'est qu'un algorithme, quand on va le présenter, on le présente dans le cadre d'un langage de programmation. Et donc il faut que la façon de présenter l'algorithme dans le langage de programmation soit suffisamment facile à lire pour que quelqu'un qui veuille le réécrire dans un autre langage de programmation puisse le faire. Donc là, je vous donne l'exemple du tri par sélection en Java. Donc ça, c'est un des derniers ouvrages qu'il a fait, algorithme en Java, et il présente tout sous forme de programme, à charge pour le lecteur de généraliser à n'importe quel langage de programmation. Mais c'est parfaitement facile à lire, hein. Vous pouvez reprendre tout ça. Alors, quelques petites remarques. Ici, il travaille avec des objets, et il essaye d'avoir des abstractions les plus
simple possible, il faut noter l'opérateur de comparaison, donc qui vous permet de comparer des lettres, des chaînes de caractères, des nombres réels, des nombres flottants, la primitive d'échange qui se retrouve ici, une primitive is-sorted qui peut être utilisée le cas échéant, etc. Donc il a une description dans un langage de programmation de l'algorithme. Vous pouvez retrouver exactement ce qu'on a vu. L'itération principale est ici, et l'itération de recherche du maximum, ou du minimum, ici, est ici. Donc, même combat, autre forme d'écriture. Donc moi, j'ai pas envie de choisir forcément entre les différentes formes d'écriture, ce qui me semble important, c'est de s'en rendre compte. Si on va un petit peu plus loin, on peut se dire, oui, mais on a tout sur Internet. Et donc là, je vais vous donner un exemple sur l'Internet, et en particulier sur Wikipédia, où on a deux versions. Alors j'en ai pris une... Ah pardon, non, je suis désolé. C'est l'ouvrage de Froidevaux, Soria et Godel, donc que j'ai gardé comme exemple, parce que c'est un exemple dans lequel non seulement vous exprimez l'algorithme, mais en plus, vous travaillez sur les structures de données et les types de données. Donc ça, vous pourrez regarder en détail comment ils expriment ça. Je pense que c'est intéressant à regarder parce que c'est encore plus précis que les algorithmes qu'on a vus tout à l'heure dans l'écriture. Ce que je vous disais sur Internet, c'est que, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder les différentes écritures. Alors, voilà, l'écriture en langue française, l'écriture en version anglaise, et vous n'avez pas le même algorithme écrit. C'est pas du tout la même approche. Donc les deux sont sans doute tout à fait corrects. Ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend pas compte du niveau d'abstraction quand on va chercher un algorithme sur Internet, et on n'a pas les conventions d'écriture qui sont liées à l'auteur. Donc il faut être extrêmement prudent. Vous pouvez retrouver vos petits, tout à fait sur Wikipédia, il n'y a pas de souci, c'est très bien fait de ce côté-là. Par contre, l'écriture n'est pas homogène entre les différents algorithmes, et vous n'avez pas forcément des versions standards. Donc ça peut poser problème lorsque vous cherchez, par exemple, à coder, à comparer le tri par insertion et le tri par sélection, par exemple, ce qui est au programme de terminale ou même de première. Prendre les deux versions sur Wikipédia, vous n'êtes pas sûr d'avoir exactement les mêmes approches et les mêmes écritures d'algorithmes. Donc ça, c'est pour nous indiquer que finalement sur Internet, c'est pas si évident que ça, les choix qui sont faits pour écrire les algorithmes, et qu'il faut être attentif avec nos élèves et nos étudiants sur le fait que justement, l'écriture dépend de l'auteur et dépend de ce que veut faire l'auteur par ces algorithmes-là. Alors j'ai pris encore deux exemples. Un exemple que vous pourrez relire en détail sur les slides, qui est la version de Donald Knuth. Alors ça me donne l'occasion de citer ce grand algorithmicien devant l'Éternel. Donc Donald Knuth est un des plus, je dirais, une des personnes qui a fait le plus pour l'algorithmique en écrivant ce qu'il a appelé The Art of Computer Programming en 3 volumes. Alors maintenant il y en a 4 avec d'autres fascicules dans lesquels il détaille les principaux algorithmes avec une analyse fine de ces algorithmes, un aspect historique que vous pouvez récupérer. Par contre, son écriture est une écriture qui date des années 70. Et quand on regarde cette écriture-là, à l'époque, on n'avait pas de décomposition, entre guillemets, en modules, de décomposition fonctionnelle. On travaillait avec des structures de type, peut-être que vous connaissez, organigramme, des graphes, des diagrammes, des boucles, des goto, etc. Et donc, cette version-là, qui date des années 70, vous montre comment on représentait un algorithme avec un schéma. Voilà, c'est plus du tout comme on fait actuellement, mais il faut savoir qu'historiquement, c'était fait comme ça. Ce qui rend l'ouvrage de Knuth difficile à lire, mais c'est sans doute le plus complet de tous les ouvrages qu'on puisse avoir en algorithmique de base. Je pense qu'il y a peu d'exemples d'algorithmes qui ne soient pas là-dedans. Et donc une autre version historique, donc de 3 auteurs qu'il faut connaître, Ao, Hopcroft et Ullmann, donc qui ont contribué grandement à tout ce qui est algorithmique, programmation, compilation, etc.
Donc les premiers compilateurs et les premiers bouquins de compilation qui sont utilisés, c'est à eux qu'on les doit. Et donc là, ils ont aussi une autre forme d'écriture qui est plus proche du Pascal d'ailleurs. Hein, c'est un peu avant Pascal, ou c'est à cette époque-là qu'on se posait ces questions. Donc c'est 10 ans après pratiquement l'écriture de Knuth. Et on a une écriture sous forme de bloc avec pas tout à fait les mêmes abstractions. Bon, voilà. Donc vous pouvez regarder et comparer sur les slides. Alors, c'est historiquement, au tout début, on essayait d'être très très proche de la machine. C'est-à-dire que la machine n'offrait que l'assembleur ou une forme d'assembleur, et donc c'était difficile d'écrire un algorithme. Alors, continuons notre chemin, et on peut maintenant se dire, oui, mais algorithme et programme, donc c'est intimement lié. Est-ce que je peux représenter un algorithme par un programme? Alors là, je vous engage très vivement à aller visiter le site qui s'appelle Rosetta Code, dans lequel on va regarder le tri par sélection. Je vais juste passer sur une fenêtre avec mon navigateur pour aller sur ce site-là. Donc voici le site Rosetta Code. Donc ce qui est intéressant dans ce site, c'est que vous avez, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez un algorithme qui est donné, ici le tri par sélection, et on peut se poser la question, ce tri par sélection, comment je vais l'écrire dans les différents langages de programmation? Alors, vous n'êtes peut-être pas tout à fait familier avec tous les langages de programmation, mais vous savez qu'il en existe un certain nombre. Hein, donc il y a quand même pas mal de langages de programmation. Donc si je regarde, ici, je vais avoir la liste des langages de programmation dans lesquels le tri par sélection a été implémenté. Ah ouais, ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire que vous pouvez l'écrire en C, en Pascal, vous pouvez l'écrire en Python. Alors allons voir comment c'est écrit en Python. Voilà, le tri par sélection en Python, il est ici. Hein, donc il est ultra compact. Il utilise à fond la forme de gestion des listes avec des objets de Python. Il utilise l'affectation de deux variables en même temps ici. Donc il utilise à fond la représentation en Python. Donc voilà l'exemple du tri par sélection écrit en Python. Je peux remonter par exemple et aller chercher le langage C, qui est un autre langage qui est extrêmement utilisé, en particulier en système, etc. Voilà, dans le langage C, vous avez quelque chose de ce type-là. Voilà, hein, donc il va faire là le tri par sélection. Alors bon, c'est effectivement une autre forme, une autre écriture. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre comme langage? On peut regarder des langages fonctionnels. Alors je ne sais pas s'il y a du camel, il doit y avoir du camel quelque part. Là, ils n'ont pas mis camel, c'est bizarre. Et voilà, OCaml. Voilà, en OCaml, vous avez l'écriture sous forme de programme fonctionnel, hein, du tri par sélection. Alors évidemment, vous voyez que c'est cryptique pour qui ne maîtrise pas le langage OCaml, qui est un langage fonctionnel. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de cette incursion dans les langages de programmation? Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que le même algorithme a été implémenté dans pratiquement tous les langages de programmation qu'on connaît, et dès qu'un nouveau langage de programmation apparaît, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout de suite un groupe de passionnés de ce langage qui vont se mettre à programmer et à mettre dans Rosetta Code le code du tri par sélection dans ce langage-là. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et si je continue un petit peu plus loin, donc dans ma description, j'ai plein de langages, j'ai plein de codes de programme
Donc on pourrait définir, donc ça serait une définition a posteriori, on pourrait définir un algorithme comme étant l'abstraction de tous les programmes que l'on vient de regarder. Tous les programmes implémentent la même idée, la même méthode, hein, et donc l'algorithme est l'abstraction de tous ces programmes. Alors, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que si vous écrivez un algorithme, on doit être capable de le décliner, de le transposer dans n'importe quel langage de programmation. Alors, pour synthétiser cette partie-là, si je reprends les principes pour la conception des algorithmes, donc ça doit être compris à l'intérieur de la description, de l'expression. Je dois déterminer les entrées et les sorties. Je dois trouver la structure adaptée pour le problème, ne pas hésiter à pré-traiter. Je dois, et là c'est là qu'on a besoin de la culture informatique, je dois essayer de réduire mon problème à un problème connu. Donc par exemple, celui qui est cultivé en informatique et qui connaît plein d'algorithmes, il va tout de suite voir que le crépier psychorigide, ah ben non, mais ça c'est un algorithme de sélection. Donc il va tout de suite le sentir, il va tout de suite coller cet algorithme de sélection et il va résoudre le problème. Il va reconnaître un schéma et il va adapter ce schéma à cette nouvelle situation. Ensuite, quand on commence à avoir les schémas et les structures, il faut décider de l'approche, est-ce qu'on fait de l'itératif, du récursif, un mix des deux. On écrit l'algorithme, et c'est pas fini. C'est pas fini parce que maintenant, il va falloir que l'on prenne cet algorithme et qu'on l'analyse. Alors, je suggère de faire l'analyse en plusieurs étapes. Une première étape consiste à faire tourner l'algorithme sur des exemples. Donc, un exemple standard, un exemple dans lequel je suis un peu aux limites. Par exemple, j'ai envie de faire un tri par sélection où tous les éléments sont égaux. Faire un tri par sélection où tous les éléments sont rangés déjà dans l'ordre, ou sont rangés dans l'ordre inverse, etc. Donc je vais chercher des exemples pour lesquels je vais essayer de casser mon algorithme. Hein, donc on verra plus tard la notion d'adversaire, qui essayait de trouver la donnée qui va mettre en défaut l'algorithme que l'on propose. Une fois qu'on est bien convaincu que notre algorithme fonctionne bien, eh bien on peut aborder la preuve. Hein, donc les propriétés vérifiées par les variables de l'algorithme, et derrière la preuve de cet algorithme-là. Enfin, il faut évaluer la complexité de l'algorithme, c'est-à-dire essayer de savoir quel est le coût en nombre d'opérations qui sont effectuées par l'algorithme, et bien sûr ça en fonction des données qu'on vient d'entrer. Donc ça c'est pour savoir si ça peut être quelque chose d'efficace lorsqu'on va l'implémenter sur une machine. Enfin, mais ça c'est ma position personnelle pour l'expression des algorithmes, donc j'ai un certain nombre de guidelines quand j'écris mes algorithmes. Première chose, c'est qu'un algorithme n'est jamais tout seul. Alors, ici j'ai fait des extractions des livres, donc je ne vous ai pas mis le texte qui était autour, mais si vous retournez dans les livres, vous verrez qu'il y a du texte autour d'explications. Hein, donc il y a des explications, des schémas, du texte, etc. Deuxième point, quand j'écris des algorithmes, j'essaye d'utiliser des conventions qui sont vérifiées par la plupart des gens qui écrivent des algorithmes et des programmeurs. Si j'utilise I, J, K, typiquement ça sous-entend, on aurait envie d'appeler ça des indices de boucle. Si j'utilise X, Y, Z, j'aurais envie de dire c'est sans doute une représentation d'un nombre réel, bon, un flottant effectivement, mais quelque part je vais plutôt le voir comme un nombre réel. Si j'utilise N, M et des symboles de ce type-là, ça ressemble plutôt à une taille de tableau. Donc toutes ces petites conventions, elles sont importantes parce que il faut impérativement que le texte soit immédiatement lisible. Et donc si par exemple vous dites pour x égale 1 à 10 il y a quelque chose qui va choquer l'œil du lecteur et donc va le rendre plus difficile à lire. Donc vous allez passer à côté. Ensuite, vous utilisez des identificateurs explicites. Donc ici, les conventions que je vous ai données, c'est ça. Mais vous pouvez aussi très bien avoir, par exemple, la taille d'un tableau. Donc vous l'appelez taille. Vous pouvez avoir une fonction qui s'appelle recherche plus petit. Donc ici, il faut nommer de façon à ce que la lecture soit facile. Alors, ne pas faire des noms à rallonge,
mais ne pas faire des noms trop courts non plus, parce que si vous prenez comme variable A, B, C, D, la personne qui va vous relire ne saura pas de ce dont vous parlez. La forme est évidemment importante. Donc, éviter les astuces, les lignes trop longues, etc. Bien respecter l'indentation pour aider à comprendre comment ça se décompose en blocs. Donc ça permet de voir l'algorithme. Mettre des commentaires, des explications dans le texte. Ça aussi, c'est ne mettre que l'information importante. C'est-à-dire qu'un commentaire ne doit pas être une redite de ce que fait l'instruction. Par exemple, si vous faites i égale 3, c'est pas la peine de mettre dans le commentaire « j'ai affecté à i la valeur 3 ». C'est clair dans l'écriture. Par contre, dire « je positionne mon indice de boucle à 3 dans le tableau parce que en position 3 je sais que blablabla », là vous donnez une information complémentaire. Ensuite, ça c'est classique, c'est pour tout enseignement, il faut être cohérent dans ce qu'on dit, pour que nos élèves et étudiants puissent comprendre facilement et ne soient pas perturbés. De manière générale, donc c'est ça, favoriser tout ce qui aide à la compréhension et éliminer tout ce qui peut perturber la lecture. Donc ça c'est le b.a.-ba de l'écriture des algorithmes, et donc on se positionne vis-à-vis d'un lecteur qui va pouvoir implémenter et écrire un code. Donc je crois que c'était dans un comics, il y avait justement cette façon de juger la qualité d'un algorithme ou d'un code. Donc je vous laisse apprécier cette écriture. Et pour ceux qui sont déjà engagés dans les métiers de l'enseignement, c'est exactement la même chose qu'on pourrait dire entre une bonne copie et une mauvaise copie.